Voici Info.tvc. En manchette, Christina Michaud devient la première femme et la plus jeune députée fédérale à être élue pour la circonscription Avignon-La Métis-Matane-Matapédia. Comment participer à Opération Enfant Noël? Spectacle de financement pour la Fondation Vagabond. Concertation pour l'installation d'une enseigne dynamique à Cozapscal. Semaine de la coopération Desjardins. Inauguration et visite de la nouvelle caserne à Amqui. Présentation de David Jacques, conseiller en développement des affaires agroalimentaires pour la MRC de la Matapédia et invitation au Salon des artistes et artisans dès le 1er novembre. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois, cette semaine, il s'est passé plein de choses dans la Matapédia et surtout une affaire qui s'est passée le 21 octobre dernier, les élections fédérales. Et pour en parler, Francis Pelletier, bonjour! Salut, Émilie. Donc, Francis, les élections fédérales sont maintenant derrière nous. Oui. On a un nouveau, pas nouveau tant que ça, premier ministre, des nouveaux députés partout au Canada. Comment ça s'est passé sur le terrain? Oui, bien évidemment, je ne vous apprends pas grand-chose. On est quelques jours après les élections. Vous avez vu dans les journaux, à la télé, amplement ce qui s'est passé. Oui. Mais on se retrouve effectivement dans une situation avec le même premier ministre, en gouvernement minoritaire, mais quand même assez fort. Il ne manque pas beaucoup d'appui pour pouvoir, pouvoir prendre des décisions, dans le fond. Oui, exact. Donc, pour faire un petit topo rapide, les libéraux ont 157 députés d'élus. Oui. On sait que ça en prend 170 pour avoir la majorité. Oui. Conservateurs ont augmenté également leurs appuis. Ils sont rendus à 121 députés. Oui. Le Bloc québécois, la vague bleue poudre au Québec, hein? Définitivement. On est passé de 10 à 32 députés et dans notre circonscription, n'y a pas échappé. Non. J'en reparle un peu plus tard. Le NPD a perdu beaucoup d'appui. On est rendu à 24 députés seulement. Tout à fait. Parti vert, Petite Personne Atlantique, 3 députés maintenant au Parlement et une indépendante. Évidemment, ce que ça veut dire, gouvernement minoritaire, c'est qu'il va falloir qu'ils s'entendent. Des fois, ça peut être une bonne chose. Hein? On se dit, on partage les bonnes idées, puis on va voter peut-être les projets de loi à la pièce, et puis certains groupes d'opposition vont peut-être aller appuyer le gouvernement libéral pour certaines choses. Mais en même temps, on est dans une situation où les conservateurs pourraient aussi être appuyés par d'autres. Alors, tous les groupes d'opposition pourraient se mettre ensemble pour renverser un gouvernement. Fait que, on leur souhaite beaucoup de collaboration. C'est ça. C'est ce qu'on souhaite. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça va se faire? L'avenir nous le dira. Ça se pourrait qu'on retourne aux urnes plus vite que dans 4 ans. On sait jamais, hein? Ouais. Puis, dans la Matapédia, dans notre comté, Avignon-Matane-Métis-Matapédia, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez déjà, Christina Michaud du Bloc a été élue. C'est le retour du Bloc québécois pour représenter les gens de notre circonscription. Tout à fait. Bloc qui était là à peu près sans interruption depuis son apparition en 93, alors que M. René Canuel, qu'on connaît à la TVC, avait été élu. Donc, Christina Michaud qui est rentrée dans notre comté avec plus de 6 000 voix d'avance. On s'attendait à une lutte à 2 plus serrée que ça. Puis finalement, 6 000 voix d'avance, c'est assez convaincant comme victoire. Tout à fait. Elle a même la majorité absolue. Elle a plus de 50 % des voix en sa faveur. Le député sortant, Rémi Massé, lui, a récolté 33,9 %. Natacha Tremblay, conservateur, qui suit très loin derrière avec 7 %. Rémi Jocelyn-Côté, qui était sur la bannière du NPD, qu'on a reçu ici à pas loin de 4 %. Parti vert a doublé ses appuis à 2 % mais ça ne fait pas une grosse différence non plus. Et puis, je passe les autres qui ont une poignée de votes également. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Michaud, qui est venue nous rencontrer ici. Oui, c'est vrai! Puis, donc, on va pouvoir écouter l'entrevue qu'on a fait avec elle sur qu'est-ce qui s'en vient pour la nouvelle jeune députée, la plus jeune députée à avoir été la première femme! Et première femme dans notre comté. C'est quand même à souligner qu'on regarde ce qu'on a obtenu avec Mme Michaud. Félicitations, évidemment, en commençant pour votre victoire. Première femme élue dans le comté, plus jeune députée envoyée à la Chambre des communes d'Ottawa pour notre comté, encore une fois. Vous partez en plus avec la majorité absolue, 51,6 % des voix. C'est tout un changement de vie là, qui s'orchestre dans la vie d'une jeune femme de 26 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines pour Christina Michaud?
En effet, c'est tout un changement. Ça commence dès maintenant. Là, c'était un gros marathon de 40 jours, puis on n'a pas arrêté, puis mais pas le temps de souffler entre les deux. Là, le vrai travail commence. Donc, c'est de trouver un logement. C'est un retour en région pour moi. Donc, j'étais de retour depuis quelques semaines, là, et mois même. Mais là, pour de vrai, puis m'installer, de choisir l'endroit où j'ai envie d'habiter. C'est prendre le temps de faire ça, prendre le temps de m'entourer aussi bien que j'ai été pendant la campagne d'une équipe qui est fiable, sur qui les gens peuvent compter, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises pendant la campagne, je voulais me mettre au service de la population le plus rapidement possible. Donc, c'est de trouver des bureaux, de trouver des gens sur qui je peux compter. Donc, ça va ressembler à ça les prochaines semaines. OK. Est-ce qu'il est question aussi, il était question d'une campagne carboneutre? Est-ce qu'on a des projets de planter des arbres prochainement avant que l'hiver nous tombe dessus? Mais ce sera probablement pas avant l'hiver, ça va être au printemps. Okay. Donc, je suis en contact là, justement avec l'organisation avec qui je faisais affaire pour ça. Puis on va décider en temps et lieu, là, ce sera quand, mais ça va être fait, ça, inquiétez-vous pas. Ouais. Une fois cette transition faite, les bureaux ouverts, le personnel recruté, ça va être quoi les priorités que vous voulez apporter à la Chambre des communes pour le comté? Bien, c'est certain qu'il y a une transition qui va se faire avec le député sortant. Donc, on va avoir un petit travail à faire pour me transmettre tous les dossiers, donc voir qu'est-ce qui était en branle, qu'est-ce qui était sur la table. Aussi, travailler avec les élus municipaux, les préfets. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours. Donc, de voir par quoi on commence. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs choses que j'ai parlé pendant la campagne, notamment la couverture cellulaire. Puis on a vu avec le premier ministre du Québec qu'il y avait une grande ouverture encore pour travailler avec les députés québécois pour que ce soit fait. Notamment au niveau du développement régional. On a parlé de création d'emplois, peut-être la décentralisation publique dans la Matapédia. Même chose du côté de la Matanie, l'agrandissement de l'édifice fédéral. Donc, ça va être des dossiers assez prioritaires, mais il y en a beaucoup. Je vais prendre le temps de m'y pencher. En terminant, est-ce que ça vous arrive d'avoir à vous pincer pour réaliser pleinement qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé très rapidement. Puis on voit les images derrière de votre discours le soir des élections. On sentait des moments que c'était un peu émotif quand même. Est-ce qu'on arrive à réaliser pleinement tout ce qui se passe? Je pense pas qu'on est encore rendu là, au pleinement. Là. Ouais, c'est beaucoup d'émotions encore où j'ai pas l'impression de... Je me suis réveillée ce matin et je me sentais pas nécessairement différente d'il y a 3 matins. Là. Mais ouais, je pense qu'il y a un petit pincement. Ou bien tout le travail qu'on voit qui arrive en ce moment, ben là... on se rend compte qu'on est à la bonne place puis dans la bonne fonction. Donc, ça va se placer assez rapidement. On va se laisser là-dessus avec un court extrait du discours que vous avez livré lundi soir dernier, qui est une gracieuseté de nos collègues de TV Métis. Eh bien, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour les semaines à suivre avec toutes les étapes qu'il y a à faire. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai été assez présente sur le terrain. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Je m'excuse tellement d'avoir été là trop présente, de vous achaler sur votre Facebook à tous les jours. Là. Mais bon, je pense que ça a payé finalement. Puis je suis contente que vous m'ayez suivi là-dedans. J'ai mené une campagne comme j'avais l'intention d'être une députée, en fait, qui était présente, qui était là pour son monde, qui répondait présente puis qui était à l'écoute. Puis c'est ça, hein, le travail d'une députée, de représenter son monde, puis d'être là quand le besoin se fait ressentir, de supporter, d'être à l'écoute, puis d'apporter des solutions. Donc, c'est ce que je vais faire avec ce mandat-là que vous me confiez ce soir. J'ai rencontré beaucoup de gens, des gens qui m'ont fait réfléchir sur beaucoup d'enjeux, sur comment faire de la politique, sur comment faire de la politique différemment. De comment j'avais envie d'incarner peut-être un vent de fraîcheur pour notre région. Parce que, ben, selon moi, c'est comme je viens de le dire, c'est ça le travail d'un ou d'une députée. Ben, d'une, on va le dire, là, rendu une. Oui, mais c'est ça, une. Puis une première femme, ça me fait... tout drôle, pas tout drôle, en fait, je trouve ça incroyable qu'on n'avait pas décidé de choisir une femme avant aujourd'hui, malgré le fait qu'on est en 2019. Puis là, on a décidé de le faire. Vous avez décidé de le faire, puis je suis extrêmement reconnaissante parce que vous le savez,
50% de la population sont des femmes, puis, mais c'est pas encore représentatif des gens qui sont au Parlement. Donc, je serai là pour représenter fièrement les femmes de chez nous, mais également toute ma population. Je suis très honorée que vous m'ayez choisie, je le dirai jamais assez. Je pense que j'incarne aussi la jeunesse, peut-être, là, 26 ans, c'est jeune qui disent. Mais je pense que je vais être capable d'accomplir le travail là, sans j'ai aucun doute même, puis je vais être à la hauteur de vos attentes. Vous avez été là pour moi pendant toute cette campagne-là, mais c'est à mon tour d'être là pour vous pendant les 4 prochaines années. Puis c'est juste le début. Encore une fois, cette année, le Centre chrétien d'Amqui lance son opération Enfant Noël. On est allé sur place pour découvrir qu'est-ce que c'est et on vous invite à y participer en grand nombre. Denis Lavallée, nous sommes ici pour parler de Opération Enfant Noël. Ça a eu lieu, ça fait quand même, c'est la 5e année que vous faites ça. Et puis, comment que vous allez procéder cette année? Cette année, on va procéder à peu près de la même façon, mais avec des petits extras qu'on veut faire. On veut offrir à la population justement le soin de pouvoir bénir un enfant outre-mer avec une boîte encore pour qu'à Noël, il ait son cadeau à lui. Un enfant qui n'aura jamais eu de cadeau, qui aimerait bien un jour avoir un cadeau. Et pour cela, nous, au Centre chrétien d'Amqui, on veut donner à la population cette opportunité-là de remplir cette boîte-là, que Laurence va vous dire les petits détails, là, comment la remplir. Et nous, vraiment, c'est un geste d'amour qu'on veut poser envers ces gens-là, ces enfants-là démunis ou laissés à eux-mêmes, ou ce qui ont un encadrement avec la bouche du bon Samaritain. Et il y a des millions de boîtes qui partent vraiment pour bénir des enfants à travers le monde. Et ça, c'est vraiment un privilège qu'on a ici, là, dans Matapédia, de pouvoir soutenir cette action-là. Vous savez, en 2014, on a eu 43 boîtes. En 2015, on en a eu 51. En 2016, 61. En 2017, 120 boîtes. Et l'année passée, 146 boîtes qu'on a récoltées. Et ça, c'est grâce à la population qui répond vraiment, vraiment bien à cet appel-là pour l'importance de bénir un enfant. Et vous savez, l'enfant reçoit ce cadeau-là, mais il reçoit aussi de l'animation pour qu'il puisse avoir pas seulement un cadeau, mais un message d'espoir de Noël, le message de la venue du Messie, justement. Et ça va combler vraiment l'approche là, de cette opération enfant. Et on parle de quel pays exactement? Laurence va vous en parler là, tantôt des détails de ce pays-là. Elle est rendue plus au courant que moi, là, et je suis bien content de ça, de l'avoir à mes côtés. Fait que moi, je vous dirais bienvenue à la population. Laurence va vous parler de où qu'on va récolter des argents aussi cette année. Et aussi, on ouvre aussi notre local pour pouvoir inviter les gens, la population, de venir mettre des accessoires qui rentreraient dans la boîte. Fait que Laurence, moi, je la laisse avec tout ça, là. Alors, si on parle un peu, de la boîte en tant que telle, là, c'est possible de ne pas nécessairement venir chercher des boîtes en carton, mais venir porter des choses pour mettre à l'intérieur, c'est ça? Il y a différentes dates où ce qu'on peut venir. Oui, cette année, on a ajouté ça, mais on va toujours être au Dollarama aussi pour 2 semaines. À partir du mois d'octobre, la mi-octobre jusqu'à la fin d'octobre, les mardis, jeudis et vendredis. Puis, on a fixé une autre journée après qu'on aura terminé chez Dollarama, vers le 5 novembre, et le 12, et le 29, le 29 octobre avant tout. Ici, dans l'après-midi, de 13h vers les 3h30. Ça fait que j'invite la population... C'est les mardis, c'est ça? C'est les mardis, excusez. Et j'invite la population à venir porter des petits jouets ou même à venir nous aider à monter nos boîtes. Ça nous ferait bien plaisir. Un beau travail de lutin. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boîtes? Qu'est-ce qui est recommandé? Bien, il est recommandé avant tout, c'est les articles scolaires.
puis les déposer même dans une petite étui, crayon, stylo, efface, aiguise, des choses comme ça. Et recommander aussi de leur donner surtout un objet précieux pour eux, soit un toutou, une poupée pour les filles, mettre des petites autos aussi. Même pour les petites filles, on peut mettre aussi des petites attaches cheveux, des petites boucles dans les cheveux. Ils nous demandent aussi des bas. C'est très bien détaillé sur le dépliant qu'on leur offre en main. Fait qu'avec ça, ils peuvent vraiment là, mettre ce qu'il y a là-dedans. Pas des grosses choses, sinon. Puis pas plus que le 2/3 de la boîte, parce que ça vient comme trop lourd et les frais vont être plus dispendieux. Et ça coûte déjà 10 $ pour m'aller cette boîte-là. Donc, il faut ajouter le 10 dans la boîte. Absolument. Il faut que le 10 $ soit bien mis dans la boîte. Et nous, on vérifie toujours pour être certain que l'argent est dedans. Et puis, pour remplir les boîtes, quand est-ce que ça va se faire, ça? On va commencer chez Dolorama, mais pour remplir les boîtes ici au Centre chrétien, c'est le mardi, le 29 à 1h. On va être ici pour les accueillir. 29 octobre. Ici, au Centre chrétien, on va être là pour les accueillir parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a à cœur aussi les missions. Puis nous autres, on veut créer une amitié ensemble. C'est pas plus que ça. Oui. C'est de l'aide qu'on demande. Mm-hmm. Et ces boîtes-là s'en vont où exactement? Dans quel pays? Cette année, j'ai vu que ça allait dans l'Amérique centrale, l'Amérique occidentale, en Afrique. Okay. Il y a tous ces petits pays qui sont autour de ça, les villes. Là. Mm-hmm. C'est une grande partie qui va aller dans ces continents-là. Okay. Et puis, s'il y en a qui veulent avoir encore plus d'informations, on peut vous contacter ici? Oui, vous pouvez nous contacter au 629-2992 ou bien appeler Laurence à son propre numéro au 631. Non, c'est là, c'est le 418-743-5773. Ça, c'est à la maison. Parce que c'est beau. Merci. Bien, merci à vous deux, puis c'est vraiment une belle mission que vous avez. Bravo. Merci à vous d'être là présent et nous encourager. Oui, merci à la population. On les attend, nombreux. Durant le compte à rebours, les acclamations retentissent de toutes parts. Ils sautent de joie avec un immense sourire. Ils viennent de recevoir leur boîte. Ils les ouvrent et c'est tellement amusant. Ce pourrait bien être le tout premier cadeau qui leur a été donné. Les cadeaux d'Opération Enfants de Noël touchent profondément les enfants. Pendant la distribution, nous disons aux enfants qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Jésus t'aime! C'est incroyable de voir l'impact qu'un simple cadeau peut avoir sur les enfants partout dans le monde. Ce qui m'émerveille, c'est qu'un miracle survient dans chaque boîte. Jésus a dit « Laissez-les venir à moi ». Et nous sommes en train de mener les enfants vers Jésus. Plusieurs enfants dans le monde entier ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuez de remplir des boîtes. Merci de votre appui continu et que Dieu vous bénisse. Le 9 novembre prochain aura lieu un spectacle bénéfice à cause abscale pour la Fondation Vagabond. On a rencontré Guylain Raymond, ambassadeur de la Fondation, qui vous invite à aller à ce spectacle. Guylain, on est ici pour parler de la Fondation Vagabond. Tu es beaucoup impliqué dans cette fondation-là parce qu'entre autres, elle est venue au monde à cause de ta sœur. Est-ce que tu peux parler un peu là, de comment c'est né cette fondation-là? Bien, la Fondation Vagabond, en 2002, le propriétaire des studios Vagabond, des boutiques Vagabond et Studio Mode, André Racine, pour qui ma sœur travaillait, a décidé de mettre une fondation sur pied pour aider la violence faite aux femmes. Alors, en 2002, la Fondation est venue au monde avec M. Racine qui a travaillé fort pour cette fondation. Depuis ce temps-là, ça fait quand même 17 ans aujourd'hui. Et là, tu es impliqué beaucoup plus activement. Tu es devenu ambassadeur. Ça fait pas tellement longtemps. Non, Chantal Poirier m'a demandé en août 2018 si je voulais être ambassadeur pour un peu faire connaître la Fondation, tout ça. Et j'ai dit oui pour 1 an, mais ça s'en va sur ma 2e année. Fait que j'avais dit 1 année d'option, comme on dit dans le domaine du hockey. Fait que pour cette cause-là, pour la cause des femmes violentées, pour moi puis ma famille aussi, c'était vraiment une cause qui nous tient à cœur. Fait que c'est pour ça que je me suis impliqué.
C'est une fondation qui remet beaucoup aux organismes qui se spécialisent un peu pour les femmes violentées. Dis-moi, quels gestes qu'ils ont posés dernièrement? En fait, c'est que depuis 2002, la Fondation vend des billets à 1 $. En ce moment, on est en campagne de vente de billets à 1 $ dans les boutiques Studio Mode et les Hangars 69. C'est ça? Non, Hangars... en tout cas, il y a une boutique Hangars. Pas 69 Hangars. Et en fait, c'est que tout cet argent-là, depuis 2002, il y a eu près de 600 000 $ qui a été remis à toutes les maisons où il y a des boutiques et des hangars. Alors, c'est beaucoup de sous pour des billets à 1 $. Fait que c'est extraordinaire. Quand ils m'ont parlé de ça, juste exemple, l'an passé, ils ont vendu 41 000 $ de billets à 1 $. Et en plus, dans les boutiques maintenant, si vous achetez un sac, l'argent le sac est vendu, l'argent retourne à la Fondation pour aider les maisons de femmes. Alors, c'est extraordinaire. Puis, moi, quand j'ai arrivé l'an passé avec la ligne de hockey senior, les 4 équipes, ils ont fait une soirée pour faire connaître la Fondation et on a remis 2500 $ à la Fondation. Et on a été faire un déjeuner à Sainte-Florence avec l'Âge d'Or, le groupe qui fait le déjeuner à Sainte-Florence le dimanche, et le groupe de Cause Abscale. Un autre 1200 ou 1500 $ qui a été remis. Fait que c'est près de 4000 $ qu'on a ramassé, puis on était fiers de ça parce que si on compare à eux, c'est 1 $, ça fait on a encore 4000 billets de vendus à 1 $, comme je disais, fait que c'est quand même bon. Fait que c'est des sous puis qui vont en bonne place parce que les maisons de femmes, souvent aussi, c'est des femmes avec des enfants. Ça, c'est ce qui me touche le plus quand tu vois de la violence puis qu'il y a des enfants qui sont pris dedans. Fait que pour ça, c'est triste de voir ça, mais il faut les aider. Et là, il y a un spectacle qui se prépare à Cause Abscale. Ça va être un gros spectacle. Là. Vraiment, il y a beaucoup d'artistes qui vont être sur la scène. Bien, ça, c'était une idée encore là de Lorraine Dufour. Lorraine, qui était une amie à Sonia. Puis elle m'est arrivée avec cette idée-là de faire un spectacle avec des artistes. Moi, j'ai dit oui, je vais embarquer tout ça, des artistes féminines régionales de la MRC. Chantal était avec moi, Chantal Poirier, Lorraine, on travaille sur ce dossier-là. Le 9 de novembre, au Centre culturel, la salle Gérard Charette, Cause Abscale, il va y avoir un spectacle avec des artistes de la MRC. À la date, je peux vous dire, Caroline Couture est là, Geneviève Gagné, Guylaine Boilly, Caroline Dastou, Cathy Boudreau. J'en nomme 5, mais il y en a déjà 8. J'ai oublié les 3 autres, je m'en excuse. Mais puis, il va peut-être avoir d'autres surprises. Alors, les filles vont chanter. La première partie va être de paix et amour. Et la deuxième partie, ça va être à large. Fait que ça devrait être bon. On travaille sur le son, on travaille sur avoir de la musique, tout ça. Fait que on a pris des contacts. Je pensais pas que ça allait être gros de même. C'est gros. Puis on a 300 billets à vendre. On aimerait ça vendre les 300 billets. Ouais. On aimerait ça remettre un bon montant d'argent à la Fondation. Alors, bientôt, vous allez avoir des billets en vente. Où exactement? Bien, au dépanneur Crevier à Cause Abscale, station de service Crevier, station Léon Deschênes à Amkoui, juste en face du poste des pompiers, et au service des loisirs, ainsi qu'auprès des 3 personnes que j'ai nommées tantôt, Lorraine Dufour, Chantal Poirier et moi-même. Et tout l'argent va être remis directement à la Fondation. Tout cet argent-là, ça va être remis à la Fondation, puis en même temps qu'on est en période de vente de billets à 1 $. En passant les billets à 1 $, il y a 5 prix de 1 000 $ que les gens peuvent gagner. Fait que c'est quand même des beaux prix. Fait que pour 1 $, là, quand vous allez dans les boutiques Studio Mode ou dans les boutiques Hangar, sortez 5 $, mettez 5 $, puis je vous dis que c'est pour une bonne cause. C'est vraiment pour une bonne cause. Ah ben c'est certain. Et puis, on vous souhaite de bien continuer dans tout ça. Et puis, on va se revoir aussi pour parler de hockey prochainement. Mais ça, c'est un autre domaine. Hein? Merci beaucoup. Merci. Vous êtes sûrement passé par Cause Abscale durant les dernières semaines et vous avez remarqué quelque chose de nouveau devant la Caisse des Jardins. Une nouvelle enseigne électronique est sur place. On a rencontré les investigateurs de ce projet. Michel Coutu, André Fournier, maire de Cause Abscale, vous êtes ici parce qu'il y a eu un beau projet qui s'est fait aussi en partenariat avec la Caisse des Jardins. C'est un affichage ici comme il y avait à Amkoui, aussi proche de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. D'où est venue l'idée exactement? Je pense que ça doit être toi probablement qui l'a initié. Évidemment, le but d'installer un nouvel écran numérique dans la vallée de la Matapédia, ça fait partie entre autres de notre planification stratégique, c'est diffusion
diffusion Mordicus. On veut augmenter la fréquentation à la salle Jean Cossette et on trouvait évidemment que Causa-Abscale, qui est le cœur touristique de la Matapédia, était un des meilleurs endroits pour avoir l'Est et l'Ouest qui se rencontrent. Donc, c'est lorsqu'on a lancé justement l'idée qui est venue, que les partenaires se sont greffés à nous parce que aussi l'idée était justement du côté de Causa-Abscale d'avoir un tel affichage-là. Et pourquoi un affichage comme ça? Est-ce que ça va vraiment rejoindre les gens, selon vous? Bien, c'était dans l'objectif. On a un plan d'action sur 4 ans, nous autres, ici à Causa-Abscale, puis on voulait donner plus de visibilité aux différents événements. Fait que c'était une belle surprise lorsque Michel nous a contactés. On avait les objectifs qui étaient semblables. Donc, on a travaillé ensemble. C'est un beau dossier de partenariat. Ça s'est déroulé quand même rapidement. Donc, ça fait pas un an qu'on s'est parlé, là, ça fait quelques mois qu'on s'est parlé et déjà aujourd'hui, l'affichage est installé, c'est fonctionnel, c'est beau. Je pense que notre population va être mieux informée. Vraiment un beau projet de partenariat. Et qu'est-ce qui va être annoncé là-dessus exactement? On sait bien que ça va être Diffusion Mordicus qui va annoncer ces spectacles, mais pour Causa-Abscale, je pense que c'est plus les gros événements. Hein? Oui, effectivement, on parle des grands événements, là où on attire des gens. On va penser, par exemple, au Salon plein air qui revient tous les 2 ans. On parle bien entendu à Fort Causa, les feux d'artifice de Saint-Jean-Baptiste. Donc, les grands événements, on va pouvoir les publiciser. Donc, les gens de la localité, du secteur est de la Matapédia vont pouvoir les voir. Les touristes qui sont de passage aussi vont pouvoir les voir. Donc, c'est un affichage drôlement intéressant, pertinent, qui attire l'œil. Et s'il y a des gens qui considèrent que leur événement est assez imposant, est-ce que c'est possible de contacter la municipalité de Causa-Abscale pour pouvoir savoir si c'est possible d'afficher? Oui, en tout temps, on pourra toujours regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, mais il y a quand même un protocole d'entente qu'on devra respecter avec les 3 partenaires. Donc, on s'est entendu sur différentes façons de travailler ensemble. On ne pourra pas annoncer n'importe quel petit événement. C'est vraiment pour les grands événements. Donc, c'est sûr que là, ce que vous voyez actuellement, c'est beaucoup l'affichage de Diffusion Mordicus parce que, vous savez, ils ont une très, très belle planification des artistes qui vont venir à chaque année. D'ailleurs, vous êtes dans les meilleurs, je pense, Michel, au Québec. Je vous en félicite. Fait qu'on va se joindre, dans le fond, avec Diffusion Mordicus pour annoncer ce que je vous dirais qui est vraiment les plus grands événements. C'est important, justement, de préciser que ce panneau-là n'est pas un panneau publicitaire, justement. Ce n'est pas un panneau où on va vendre de la publicité pour les commerces ou les événements indépendants dans le secteur privé. C'est vraiment pour aider aux gens de Causa-Abscale, la municipalité, ainsi qu'à Desjardins, qui va afficher soit ses ristournes, ses événements, la GA et Diffusion Mordicus. Évidemment, on va en faire, justement, un panneau qui va être informatif et non pas quelque chose qui va véhiculer un peu trop d'informations, justement, parce que si, évidemment, on fait de la surinformation, eh bien, on ne verrait pas le principal du message et c'est pour ça que le panneau est installé ici. Là. Alors, merci beaucoup à vous deux et c'est magnifique, c'est beau de voir ça. À la prochaine. Merci. Nathalie est allée rencontrer Isabelle Paquin de chez Desjardins pour vous présenter le nouvel appel de projet de la Fondation Desjardins. Si vous travaillez avec les jeunes, c'est un appel de projet qui pourrait vous intéresser. Isabelle, c'était la semaine de la coopération Desjardins la semaine dernière. Et puis, il y a le prix Fondation Desjardins qu'on peut annoncer déjà pour que des intervenants, des professeurs puissent en profiter. Et dis-moi, c'est quoi au juste? Bien, le prix Fondation Desjardins, ça fait déjà... c'est notre 3e année que ça a été créé. Ce prix-là, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la persévérance scolaire, donc motiver les jeunes à aller à l'école. Ça s'adresse aux jeunes du primaire et du secondaire. Puis oui, effectivement, les enseignants, les spécialistes du milieu de l'éducation, même les organismes du milieu qui interviennent auprès des jeunes peuvent aller chercher des sous pour des projets qui favorisent l'estime de soi, la motivation à l'école. Donc, c'est assez vaste, mais en autant que ça aide nos jeunes à persévérer à l'école. Et on a eu des beaux projets l'an dernier. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Oui, l'an dernier, en fait, il y a l'École de Sébec qui a gagné des sous pour aller faire un voyage de fin d'année. Des fois, le voyage de fin d'année, ça motive les jeunes tout au long de l'année. Il y a eu aussi le club de gymnastique, l'École Sainte-Ursule qui a pu acheter de l'équipement pour faire du parcours. Donc ça aide les jeunes à bouger, puis après ça, être un petit peu plus concentrés en classe. On a eu Filles actives aussi à la Polyvalente qui a
remporté des sous pour motiver les jeunes filles à bouger à l'école. Puis l'autre prix, ça a été gagné à Sainte-Ursule aussi dans la classe de Mme Paquette pour une classe flexible, donc acheter du matériel pour motiver les jeunes. C'est pas tous les jeunes qui sont capables de rester assis toute la journée à l'école. Fait que des fois, d'avoir une classe flexible, ça peut raccrocher certains jeunes à l'école, les motiver. Donc, ce sont nos prix, mais on avait au total 11 finalistes dans la vallée. Donc, les professeurs, les organismes ont beaucoup participé. Puis, on était contents parce que c'est des nouveaux sous qu'on peut aller chercher. C'est des sous qui proviennent de la Fondation Desjardins, donc de l'ensemble des caisses et de tous ceux qui contribuent à la Fondation Desjardins à travers le Québec. Donc, c'est de l'argent neuf qu'on amène dans notre région pour nos jeunes. Parlant d'argent, quel montant les organismes, les intervenants peuvent aller chercher là, pour leur projet? Là? C'est à quelle grandeur? Oui, bien, c'est jusqu'à 3 000 $. Donc, quand même, il y a des beaux sous à aller chercher. Puis, ça dépend du projet. On a des groupes qui ont gagné 1 000 $, d'autres 1 500, d'autres 3 000. Ça dépend vraiment du projet de l'enseignant. On y va avec les besoins, dans le fond, du projet. Puis, les gens qui veulent participer, c'est sur le site de la Fondation Desjardins. Donc, on tape Fondation Desjardins, on va tomber tout de suite sur le site Internet. Il y a un formulaire en ligne à remplir et on vous demande tout ça, quel type de projet, à quoi ça va servir, le nombre de sous qu'on veut et on peut aller chercher jusqu'à 3 000 $. Et si quelqu'un a des questions, j'imagine que c'est toujours possible de téléphoner? Oui, soit directement à la Fondation Desjardins, il y a un numéro 1-800 où il y a quelqu'un qui répond là, à tous les appels pour répondre aux questions. Ou oui, vous pouvez passer par moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent participer parce qu'il va y avoir une deuxième étape. Dans le fond, les gens ont jusqu'au 28 octobre pour soumettre leur projet et ce sont les dirigeants, en fait, les administrateurs et les employés du mouvement qui vont voter pour les projets. Fait que c'est nous ici à la Caisse, puis dans toutes les caisses à travers le Québec, qu'on vote pour les projets coup de cœur, ceux qu'on trouve qui vont vraiment aider les jeunes. Alors, dans la vallée, on peut avoir plusieurs projets finalistes, puis après ça, il faut aller voter pour s'assurer que ces projets-là puissent avoir de l'argent, là, puis qu'on puisse leur annoncer ça au retour des fêtes. Ah, bien d'accord. Alors, merci beaucoup, Isabelle, et puis on vous souhaite beaucoup de participation. Oui, merci. On va se croiser les doigts. La nouvelle caserne du service d'incendie de la Matapédia a été inaugurée récemment. Nous étions sur place pour vous faire vivre ce moment comme si vous y étiez. Il me fait plaisir de me joindre à Ghislain, notre directeur du service incendie, pour témoigner des étapes de réalisation et de la conception de ce projet. Nous inaugurons aujourd'hui une infrastructure moderne qui va répondre aux besoins de la MRC pour les prochaines décennies, autant en sécurité incendie qu'en sécurité publique. En sécurité civile, pardon, je devrais dire. Le projet final est loin de celui que nous avions imaginé au départ. Initialement, le promoteur était la ville d'Amqui et elle visait l'agrandissement et la rénovation de son garage municipal qui comprenait l'espace occupé par la caserne que la MRC louait à la ville d'Amqui. Avec les professionnels au dossier, les architectes et les ingénieurs, il est rapidement apparu que les besoins, autant ceux de la ville d'Amqui pour son garage municipal que pour la MRC pour sa caserne incendie, ne pouvaient pas entièrement être comblés avec le projet initial. À la lumière de ce constat, la première solution qui a été envisagée a été de séparer les deux vocations, c'est-à-dire faire 2 bâtiments, une caserne et un garage municipal sur l'emplacement de l'avenue du Parc. Mais nous sommes au printemps 2017. Vous vous souvenez, au 2017, il y a eu une crue des eaux à Amqui, ailleurs aussi, mais aussi à Amqui. Alors, ça nous a fait voir que ce n'était pas une bonne idée là, de demeurer à cet emplacement-là. Alors, il nous a fallu envisager un autre emplacement. Un autre emplacement, ça signifie un projet complètement différent pour lequel la MRC, au lieu de la ville d'Amqui, doit, à titre de promoteur, redéposer au ministère des Affaires municipales une nouvelle demande d'aide financière. Je tiens à souligner la rapidité avec laquelle le ministre des Affaires municipales, M. Coiteux, à l'époque, a répondu à notre demande. Déposée en juillet 2017, notre demande a obtenu une réponse positive en août 2017, la même année. Là. Alors, on est l'été en plus. Là.
Alors, ça a été très rapide. Ça nous a permis de, 2 ans plus tard, aujourd'hui, là, même pas 2 ans plus tard, le service incendie aménageait là, dans la caserne en juin passé. Alors, cette caserne, c'est la première à devenir la propriété de la MRC parce que, dans le passé, la MRC loue encore 7 casernes sur le territoire des municipalités de la MRC. Alors, c'est la première pour laquelle on est devenu propriétaire. L'investissement global s'élève à 4,6 millions. Ça inclut la construction, l'achat du terrain, les études, les plans et devis, la surveillance des travaux. Une aide financière de l'ordre de 2,9 millions. On attend le montant final parce qu'il faut faire une reddition de compte. On va attendre, mais on s'attend à une aide financière approximative de 2,9 millions, ce qui représente 65 des coûts admissibles à l'aide financière. C'est un immense plaisir au nom du service incendie et d'organisation de secours de la MRC de la Matapédia et à mon nom personnel de participer à cette inauguration de la nouvelle caserne de la MRC. Cette nouvelle infrastructure vient améliorer la qualité du service aux citoyens de la Matapédia. Dans nos anciens locaux, il y avait des contraintes majeures au niveau de l'emplacement des camions. Ça va-tu mieux de même? Oui. Par exemple, les camions échelles, il n'y avait que 4 pouces à l'avant et 6 pouces à l'arrière pour se stationner dans l'ancienne caserne. Le rangement était trop petit. Nous devions placer du matériel dans des locaux extérieurs. Concernant les bureaux, on avait 3 employés qui travaillaient dans le même local qui mesurait 12 par 12. C'était aussi la salle de pause, c'était la salle de réunion, car la salle de réunion et de pause partagée avec les employés des travaux publics de la ville d'Amqui n'était pas toujours disponible. Les nouveaux locaux nous permettent d'avoir de meilleurs espaces pour nos équipements et camions, un atelier convenable pour l'entretien de nos équipements, une buanderie moderne, des équipements de remplissage d'appareils respiratoires sécuritaires, des espaces de rangement répondant aux besoins, un espace pour les 2 compresseurs isolés pour atténuer les bruits subis par les opérateurs ainsi qu'un espace pour ranger les habits de combat qui permet le séchage de ceux-ci. Des vestiaires complets pour femmes et hommes ont été aménagés permettant à nos pompiers de pouvoir se changer après une intervention, ce qui nous rend conformes aux nouvelles normes en matière de décontamination. Un bassin de nettoyage a également été placé à l'entrée à cet effet. Nous avons maintenant une salle de formation moderne qui nous permet de donner nos formations dans la même installation que le reste de nos équipements. Ce même local nous permet de servir de centre de coordination lors de mesures d'urgence régionales et une génératrice qui alimente tout ce local-là à 100% lors de panne électrique. Ce qui peut nous permettre, comme je vous disais, lors d'un sinistre, on va être capable d'opérer à 100%. À l'étage, en plus de la salle de formation, les bureaux administratifs sont mieux équipés pour accueillir nos employés, clients, fournisseurs ou représentants. Une salle d'archives, une salle de repographie, un bureau pour les officiers, 3 bureaux, 4 aires de travail ouvertes, ainsi qu'une salle de pause sont aménagées. Plusieurs de ces locaux étaient inexistants dans l'ancienne caserne. À l'extérieur, nous retrouvons un entrepôt nous permettant de libérer de l'espace dans la caserne. Il nous fera plaisir par la suite, après cette cérémonie d'inauguration, de vous faire visiter nos locaux. Permettez-moi, au nom des pompiers, de moi-même, je tiens à remercier tous les intervenants au projet qui nous ont permis d'obtenir une nouvelle caserne moderne et qui répond à l'ensemble de nos besoins. Avant de terminer, Mario, j'aimerais te remercier énormément d'avoir travaillé, d'avoir cru en ce projet-là. Au départ, on ne parlait même pas d'une nouvelle caserne, on parlait d'une rénovation, puis Mario a travaillé fort. Je dis Mario et bien d'autres gens, mais Mario a travaillé fort pour qu'on puisse avoir ce bâtiment ici aujourd'hui. Je te remercie sincèrement, puis les pompiers aussi. Merci. La construction de cette caserne-là, c'est une première pour la MRC. C'est un concours de circonstances un peu qui fait qu'aujourd'hui, on a ce bâtiment-là, mais je pense que c'est un beau concours de circonstances. On s'entend tous là-dessus. Excusez.
Je veux aussi remercier, je vais remercier le conseil de la MRC, les élus qui siègent avec moi au conseil de la MRC, parce que, évidemment, la décision relève du conseil. Et comme on a vu, le ministère a dû prendre une décision rapidement, mais le conseil aussi a dû revoir et changer rapidement ses orientations et accepter d'opter pour un projet de construction. Au niveau des coûts, c'était différent aussi. Fait que je pense qu'il faut quand même le souligner. Au niveau du ministère des Affaires municipales, aujourd'hui, on l'appelle le MAMACH. À l'époque, c'était le MAMO, mais effectivement, il a répondu rapidement à notre demande et faciliter tout ça aussi au niveau... la réponse rapide nous a permis de faciliter tout ça et de concrétiser dans des délais respectables parce qu'on avait aussi, avec la Ville d'Amqui, il y avait des attentes importantes puis on essayait de concilier tout ça. Fait que ça s'est vraiment fait dans cette base-là. C'est une construction qui est basée sur les besoins réels du service et des équipements. Donc, c'est sûr qu'on est très fiers de ça. Vous savez qu'en 2000, quand le conseil de la MRC de la Matapédia a choisi de régionaliser entièrement son service incendie puis les services de secours aussi, c'est un choix qui, au fil des années, je crois, je pense que les élus seront d'accord avec moi, s'avère positif pour la communauté matapédienne. Et je pense qu'il faut le souligner que c'était visionnaire à l'époque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est devenu comme une référence au Québec. Je pense que c'est important de le souligner. La caserne d'Amqui s'avère une caserne importante de par sa position géographique, donc c'est stratégique aussi, mais pour le service, elle va pouvoir dorénavant aussi être plus fonctionnelle et mieux adaptée aux besoins, autant au niveau des interventions, mais aussi de la formation et de l'entreposage. Ça aussi, c'était tant qu'à construire, on s'est dit, il faut le faire comme il faut aussi pour ne pas devoir refaire des nouveaux plans ou des nouvelles constructions dans 5 à 10 ans. Monsieur Lavoie a remercié les partenaires du projet, mais je dois aussi remercier Monsieur Paradis, évidemment, Monsieur Lavoie aussi, mais je pense que toute l'équipe des pompiers aussi. Je pense que c'est très important de vous avoir eu dans ce projet-là parce qu'on sait que vous avez mis des heures pour le déménagement, pour le réaménagement aussi. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à nos pompiers, qui sont là, les permanents, les volontaires, parce que sans vous, ce qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas ça. Et sans vous, on serait moins en sécurité, la population matapédienne. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Fait que le travail que vous faites, on le remercie pas suffisamment, on le félicite pas suffisamment. Fait que vous ferez auprès de vos collègues qui sont pas ici aujourd'hui, vous pourrez transmettre ce remerciement-là et cette appréciation-là du travail que vous faites, parce que je pense que la brigade, je sais pas si c'est le bon terme, Juscelin, tu m'arrêteras si je suis pas bonne, mais je pense que la brigade du service de sécurité incendie de la Matapédia, vous faites une différence auprès de nos gens et vous êtes une référence à travers le Québec. Et aussi, je pense que vous faites un travail de professionnel. On l'apprécie énormément. Écoutez, merci à tous nos partenaires. Je ne les renommerai pas parce qu'un projet comme celui-là, c'est d'abord et avant tout un travail de collaboration, un travail de concertation où tout le monde met son petit grain de sel et qui fait en bout de ligne un beau projet comme celui qu'on fait aujourd'hui, comme celui qu'on inaugure aujourd'hui. Alors, merci à vous tous d'être là pour partager ce beau moment-là. Puis je pense qu'on peut voir dans les yeux de nos pompiers une fierté qui est là. Mais je pense que les décideurs aussi, on est fiers de ça. Et tous les gens qui vont travailler avec nous. Donc, merci de nous encourager et merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on est rendu un peu comme un exemple pour les autres régions, parce il y a une particularité pour nous. Hein? Oui, c'est qu'on est encore le seul service incendie régionalisé au Québec à 100% présentement. Il y a des régionalisations, mais en partie, il n'y a pas. Nous, on est encore la seule MRC au Québec qui est régionalisée à 100%. Absolument. Et il y a des gens qui viennent nous visiter. Vous allez faire des présentations ailleurs. Oui, c'est arrivé à quelques occasions. On est allé à la MRC de Rouville. On a eu des gens de Québec. On a eu des gens de différentes villes qui sont venus nous voir pour voir comment on avait réussi à régionaliser notre service ici dans la Matapédia. Et aussi, quand vous êtes sur le terrain, il y a quand même assez de pompiers pour répondre à la demande. Hein? Ben oui, on dit qu'on en manque, mais nous, on a l'avantage d'être régional. C'est que lors d'un incendie, je suis capable d'avoir jusqu'à 8 casernes qui peuvent couvrir le territoire. J'ai la facilité d'avoir des pompiers pas comme je veux, mais l'avoir assez facilement parce qu'ils font déjà partie du service incendie. C'est beaucoup plus facile que lorsque tu as des entraides, tu es obligé de fonctionner avec d'autres MRC ou d'autres villes. Nous, on a l'avantage d'avoir nos pompiers. Quand un pompier est
pompier dans la MRC, il était pompier à la grandeur de la MRC et non attitré absolument juste à une ville, à une municipalité. Bien, il y a encore possibilité de joindre votre équipe. Hein? Avec ces belles installations-là, je pense que ça commence à être très intéressant. Bien, absolument. Tu sais, on fait ces investissements-là pour répondre à nos besoins. Puis oui, on a besoin de pompiers. On vous invite à venir nous rencontrer ici à la nouvelle caserne. On starte justement, on va dire, une nouvelle cohorte à l'automne de formation pour les pompiers, puis on vous invite à venir nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de la possibilité de vous engager. Et c'est vous directement qu'on appelle ou c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être moi ou Dave Gagné, qui est notre formateur, ou un des temps pleins ici. Là, il n'y a pas de problème. Passez, puis on va faire le suivi en conséquence. Bien, merci beaucoup et félicitations encore pour ce beau travail. C'est moi qui te remercie. Merci. Nathalie a fait la connaissance du nouveau conseiller en développement des affaires agroalimentaires de la MRC. On vous le présente, M. David Jacques. Tu es de retour dans la Matapédia après de nombreuses années à Montréal. Pour avoir un poste ici à la MRC, j'aimerais que tu nous dises un peu d'où tu viens, c'est quoi ton parcours et ton poste que tu occupes présentement. Oui, bien moi, en fait, je suis natif de la vallée. J'ai fait mon primaire, mon secondaire ici. À l'époque, je suis parti, il n'y avait pas de cégep. En toute honnêteté, je ne serais pas resté non plus parce que j'avais vraiment besoin d'explorer le monde un petit peu. Donc, j'ai passé plusieurs années en ville, à Montréal. Je voyageais beaucoup, j'ai fait une trentaine de pays. J'ai été 2 ans au Moyen-Orient. Je travaillais justement un petit peu avec les agriculteurs en irrigation là-bas, tout ça. Puis ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Puis là, à Montréal, j'ai fait des études plus en administration, en environnement, puis j'ai travaillé dans un domaine complètement différent qui est les médias sociaux, Tourisme Québec et tout ça. Donc, j'ai passé 25 ans à Montréal. Et puis, je dirais, dans les 5 dernières années, je commençais à avoir un besoin là, de nature. J'étais moins bien à Montréal. Fait qu'à toutes les fois que je venais dans la vallée, le retour était de plus en plus difficile. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte l'année dernière que, en fait, je passais toutes mes vacances ici. Donc, j'étais tout le temps rendu ici. Puis là, je me suis dit, il y a une grosse vague de chaleur l'été dernier à Montréal, l'été 2018. Puis là, je me suis dit, je ne peux plus vivre dans cette ville. Et là, j'ai commencé à regarder les offres d'emploi qu'il y avait ici dans la région. Et puis là, la MRC, c'était ça, c'était une institution que j'avais ciblée. Puis là, il y a eu ce poste là, en agro qui me permettait de m'approcher des gens, de travailler avec les gens, de travailler un peu avec la nature, avec le sol, avec les aliments et tout ça. Et là, ça me rejoignait beaucoup dans mes études, dans mes passions. Donc, j'ai postulé sur cet emploi. Je suis arrivé ici pour passer mon entrevue en février dernier, où il y a eu une grosse tempête de 3 jours, où je suis resté... J'ai passé mon entrevue le mardi, je n'ai pas pu repartir avant le jeudi, tellement il y avait neigé, il y avait venté. Et puis, donc, j'ai passé l'entrevue, on m'a appelé pendant que j'étais encore ici, et puis on m'a dit, écoute, c'est parce que la nature veut te garder, donc je suis resté, puis et voilà, je suis arrivé là, à la mi-avril, je suis entré en poste à la mi-avril. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais depuis que tu es arrivé? Est-ce que tu rencontres les agriculteurs directement sur le terrain ou tu les reçois ici, tu leur donnes des conseils à distance? Comment ça fonctionne? Non, c'est plus sur le terrain. Il y a un peu de tout, mais moi, c'est beaucoup le terrain. J'aime beaucoup aller voir ce que les gens font, connaître les gens aussi. Puis, en fait, donc, je suis quand même néophyte là, dans ce domaine-là. Moi, c'est la première fois que je travaille dans le monde de l'agriculture conventionnelle. Et puis, je voulais voir un peu c'est quoi la réalité des gens. Les agriculteurs travaillent tellement fort. Donc, comme je me plais à dire, des fois, je trouve qu'il y a des gens qui travaillent... Les gens qui travaillent le plus fort dans la société sont, selon moi, les infirmiers et les agriculteurs, agricultrices. Donc, c'est important pour moi d'aller sur le terrain, de voir c'est quoi la réalité, de sentir la réalité dans tous les sens du terme. Puis, donc, c'est beaucoup du terrain. Les premiers mois, les premières semaines, ça a été ça. Là, aujourd'hui, je commence à développer peut-être plus un plan, on appelle ça le PDZA, le plan de développement de la zone agricole. Il y a déjà une version qui avait été faite et là, on est en train de travailler dessus avec une table agro. C'est des représentants de chacun des milieux agricoles de la Matapédien. On travaille ensemble justement pour mettre ce plan-là à jour puis pour passer à l'action là, très bientôt. Donc, avec des actions très concrètes en agriculture. Mm-hmm. Et en étant sur le terrain, est-ce que tu es arrivé à cibler un peu les défis qu'il pourrait y avoir pour la Matapédia de toi? Qu'est-ce que tu perçois?
Oui, bien, rapidement comme ça, c'est sûr qu'il y a l'aspect environnemental, la berce, entre autres, là, qui est une plante envahissante qui devient de plus en plus problématique parce que ça s'implante dans les champs, c'est un problème, c'est une perte économique et tout. Il y a la relève agricole. On a beaucoup de cultivateurs qui n'ont pas de relève. Moi, j'ai un dada, j'aime beaucoup tout ce qui est économie circulaire. J'aime beaucoup que les déchets des uns deviennent la ressource de l'autre. Donc, j'aime beaucoup faire une espèce de maillage comme ça, as-tu pensé que tu pourrais aller chercher telle affaire qui est le déchet de l'autre? Donc, ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. Créer une espèce d'autosuffisance régionale. Et moi, étant quelqu'un qui est très sensible à la cause environnementale, donc l'achat local, le développement d'une espèce de créneau local, ça, c'est moi quelque chose qui me parle énormément. Et s'il y a des agriculteurs, agricultrices qui écoutent présentement et qui se disent, pourquoi je l'appellerais, lui? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Ah ben là, il y a plein, ça dépend, chaque cas est différent. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé pour, c'est parce que c'est pas juste, en fait, du laitier que je fais. Là. Il faut comprendre qu'on a une miellerie, on a des producteurs d'alcool, on a toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment... Les besoins de chacun sont un petit peu différents. Donc, c'est juste des fois, en allant sur place, qu'on réalise ou qu'on voit un petit quelque chose. Des fois, j'ai l'impression que j'ai comme un œil un peu externe. Puis, des fois, je vois une petite chose qui pourrait peut-être t'améliorer ou une petite idée, je pense on a une belle petite entreprise à Causapscal qui s'appelle Les Fraîcheurs de la Vallée qui fait de la pleurote et qui alimente les restos du Vieux-Québec. Et puis, leurs champignons sont faits sur un brandy qui peut être un excellent compost. Et puis là, moi, je voyais les amoncellements de tout ça, puis je me disais, mais quelle belle ressource pour un producteur maraîcher. Donc voilà, donc une espèce de maillage comme ça qui se fait des fois lorsque je vais sur place et que je visite des entreprises, puis ça me donne des idées. J'en ai d'autres, mais c'est parce que je peux pas toutes les raconter. J'ai plein de petites idées là, qui s'en viennent, mais il faut que je garde ça pour un petit peu plus tard. Donc, je sens l'intérêt chez les agriculteurs et agricultrices de t'appeler. Tes coordonnées ici pour te joindre et sur semaine, comment ça fonctionne? Oui, par courriel à la MRC, David Jacques, on trouve mon adresse courriel assez facilement. Sinon, par téléphone. Là, de mémoire, je ne le sais pas. Merci, poste 1038. T'as bien fait ton travail. Arrivé ici. Alors, merci beaucoup, David Jacques. Ça a été un plaisir. Et puis, dernier appel pour les agriculteurs, agricultrices. Oui, il y a juste une petite quelque chose que je voudrais rajouter que j'aimerais exprimer, c'est que moi, en fait, ce qui m'appelle beaucoup dans la vallée, c'est que je trouve que c'est une région de tous les possibles. C'est vraiment une belle région. Tout est possible ici. Tout est à faire, tout est à réaliser. Il y a un potentiel extraordinaire. Puis si je pouvais réussir à juste amener un petit peu les gens à réaliser comment c'est fantastique, la vallée, puis comment on est bon, bien déjà, je pense que j'aurais réussi quelque chose de vraiment bien. Puis ça, j'aimerais ça le faire avec le monde agricole. Le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, Noël approche à grands pas et c'est déjà le temps de penser à qu'est-ce qu'on va acheter comme cadeau de Noël. Bien, j'ai une solution pour vous. Le Salon des artistes et artisans arrive bientôt dans la Matapédia. Vous pourrez aller faire un tour des kiosques et déjà commencer à cocher sur votre liste de cadeaux. Pascal, on est ici pour parler du Salon des artistes et artisans qui est de retour pour une 20e année. Ça n'a pas été facile encore, la sélection des candidates. Bien, comme depuis quelques années, on a quand même beaucoup de candidatures qui sont déposées, ce qui force toujours à faire des choix parmi la variété d'exposants qui postulent. On veut s'assurer d'avoir un beau salon année après année, d'avoir une certaine variété dans les productions, dans l'offre des exposants. Cette année, on est très content des exposants qui ont été sélectionnés. On a une quarantaine d'exposants qui vont être sur place pour les 3 journées du salon. 32 exposants dans la salle communautaire, dans le salon régulier, si je peux dire, ainsi que 8 exposants dans la zone marché public qui sont dans la salle 122. Donc, toutes ces activités-là ont lieu au cœur d'Amqui, au centre récréo-culturel. Et puis, le salon, cette année, se tient les 1er, 2, 3 novembre
2019, donc c'est tout bientôt. Ça commence bien le mois de novembre. Et puis, à quoi on peut s'attendre cette année? Est-ce que ça va ressembler beaucoup à ceux et celles qui étaient là l'an passé ou il y a des nouveautés? Et comme à chaque année, c'est pas toujours les mêmes exposants qui reviennent non plus. On a quelques habitués qui seront pas là cette année. On a quelques nouveaux venus pour qui ça va être un premier salon. Les productions sont toujours variées. On a les classiques tricot, couture, pantoufles, et autres tissus, autres objets en textile. On a des gens qui produisent des bijoux, on a des gens qui travaillent des pierres semi-précieuses, des gens qui travaillent avec des insectes, qui travaillent le bois, qui travaillent des matériaux pour faire des produits éco-responsables. On a des auteurs aussi qui sont sur place. Donc, c'est vraiment une belle variété d'exposants dans la salle communautaire. Du côté de la zone marché public, on a des gens qui sont en acériculture qui sont là cette année. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu ces dernières années. Donc, il y a quand même des belles nouveautés qui sont parmi les exposants cette année. Puis c'est sûr qu'encore cette année, on a une programmation d'activités gratuites, d'activités publiques, qui est nouvelle, qui va apporter des... ça, c'est complètement changé par rapport à l'année passée, donc on est très content de la programmation qu'on a cette année. Pendant toute la durée du salon, on va exposer des illustrations du Matanais Sébastien Thibault, qui est un illustrateur de renommée internationale, qui travaille avec plusieurs magazines, des revues, des journaux partout dans le monde pour produire des illustrations d'actualité. Donc, on a sélectionné quelques illustrations qu'on va exposer. Ensuite de ça, le vendredi soir, on a une conférence sur la gastronomie sauvage avec Bernard Dubé, qui est un monsieur d'Abbé-des-Chaleurs, qui est un trappeur, un chasseur, un pêcheur, qui va venir transmettre sa passion pour tout ce que la forêt, tout ce que notre terroir forestier peut nous apporter comme bouffe. Champignons, mousse, herbes, viande de bois, lynx, outarde, némite, tout ce qui se trouve dans le bois et qui se mange, ce monsieur-là l'a déjà cuisiné, est capable de l'apprêter, il va venir en parler au public, ça va être une belle conférence. C'est gratuit, c'est à 19h le vendredi 1er novembre. Le samedi, dès 13h, le Cercle des fermières d'Amkoui vient partager toutes ses connaissances au niveau des arts textiles. Tricot, crochet, macramé, ils ont un métier à tisser qu'ils vont aménager pour que les gens puissent venir se familiariser avec ça, découvrir les matériaux, les techniques, se faire enseigner par des dames qui maîtrisent depuis longtemps ces techniques-là, qui sont passées expertes dans ces disciplines-là. C'est très en demande ces temps-ci. Oui, puis c'est vraiment l'opportunité idéale de s'asseoir derrière le métier, de s'asseoir avec quelqu'un qui connaît ces choses-là, qui peut nous les enseigner. Le Cercle des fermières viennent, sont vraiment prêtes pour ça, pour initier les gens à ça. Donc ça, c'est le samedi 2 novembre à 13h. Puis le dimanche 3 novembre, on a une belle activité, c'est un atelier d'origami avec Mme Shino Muraki, qui est de la Baie-des-Chaleurs aussi, qui est une japonaise d'origine, qui vit dans la Baie-des-Chaleurs depuis quelques années, puis qui maîtrise les techniques d'origami, le pliage de papier. C'est un art ancestral au Japon qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, qu'elle va venir enseigner autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. C'est quelque chose qui n'a pas... Les enfants vont être fascinés, c'est certain. Les enfants vont être fascinés, mais je suis convaincu que les adultes qui vont venir vont l'être aussi parce que c'est quelque chose qui n'a pas d'âge, le pliage de papier. Puis c'est dans l'optique de Noël, donc c'est des cartes, des ornements pour le sapin, des sortes de motifs de Noël. Donc, ça va être une activité qui est à 13h le dimanche 3 novembre, puis toutes ces activités-là sont gratuites. Donc, on invite les gens, oui, d'une part, à venir visiter les exposants, découvrir la créativité, les talents d'ici puis des alentours, mais aussi à participer aux activités gratuites qui sont proposées. Et puis, je pense qu'il y a encore un service, là, si on oublie notre argent de poche, on peut toujours prendre notre carte de crédit. Toujours le paiement par carte de crédit qui est disponible si vous croisez la Catalogne à 125$ qui vous fait rêver, puis que vous n'avez pas l'argent dans vos poches, on peut fournir ce service-là. On a aussi un petit bistrot qui est sur place pour des rafraîchissements, des cafés, des collations. Donc, on est full équipe et on attend les gens en grand nombre les 1er, 2, 3 novembre. Merci beaucoup, Pascal. Merci. C'est déjà tout pour cette édition d'Info.tvc. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez manqué une émission de la télévision communautaire, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube TVC de la Matapédia. Et je vous invite à jouer au bingo ce dimanche 12h30. Bonne semaine! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.